Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. Par contre, les coupes, là, portent sur tout le monde. Grosso modo, c'est les vieux, les pauvres et les malades. Mais c'est ça qui est triste, finalement, c'est qu'ils ont été élus, que des gens ont cru, que des gens ont voté, et qu'au final, on te dit que le programme n'est pas si important. C'est ce qu'a dit un député, c'était pas si important, c'était un programme théorique. Et c'est des gens qui ont quand même soutenu ce programme-là, qui ont signé. C'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre dans la politique. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des convictions qui sont complètement élastiques. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. Toutes les semaines, on entend tout et son contraire sur l'économie et pas que. Alors on est là avec Thomas pour détricoter tout ça. Et on en a du travail, hein. Le média est en pleine riposte. L'extrême droite, aidée par des médias financés par les milliardaires, cherche à imposer sa vision en muselant la diversité des voix et en bafouant le pluralisme. Nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants. Cette bataille pour la démocratie nous concerne toutes et tous, alors signez et faites signer la pétition sur tntdesindés.fr. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, les socialistes ne votent pas la censure et misent sur la suspension de la réforme des retraites. Fait-on face une nouvelle fois à une tentative d'escroquerie de la part d'Emmanuel Macron ? C'est parti. Sébastien Lecornu n'est pas tombé. Jeudi dernier, 16 octobre, à l'Assemblée nationale, la motion de censure déposée par LFI a récolté 271 voix sur les 289 nécessaires pour faire tomber le gouvernement. Emmanuel Macron a réussi son coup, il a eu raison d'insister. C'est notamment le vote socialiste qui a fait pencher la balance, en décidant de ne pas voter la censure et aller débattre le budget texte par texte dans l'hémicycle. Un budget que le gouvernement a soumis au Parlement la semaine dernière. C'est le fameux PLFSS 2026. Au programme, des économies, une maîtrise des dépenses et pas de mesures concrètes sur la taxation des grandes entreprises ou des ultra-riches. Par exemple, la taxe mise en avant sur les holdings est truffée d'exonérations. Au final, 95% de la fortune des milliardaires y échappe, c'est ce que montre l'économiste Gabriel Zucman. La suspension de la réforme des retraites, elle, se fera à condition que ce soit financé par des économies, a avancé le Premier ministre. Et 149.3, les députés vont pouvoir amender le budget à leur façon, ou presque, on va en reparler. Durant son discours de politique générale, la semaine dernière, Sébastien Lecornu a donc annoncé cette suspension de la réforme des retraites jusqu'en janvier 2028, condition imposée par les socialistes. Le Parlement aura toute la tâche de voter sur le budget et de l'amender. Nous proposons, nous débattrons, vous voterez à marteler le Premier ministre. Thomas, le PS se félicite là, de la suspension ou décalage de la réforme des retraites. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est une victoire ? Est-ce que c'est gagné ? Ah non, c'est absolument pas gagné. Là, dans le projet de loi de finances, on ne parle pas de la suspension de la réforme des retraites. C'est un amendement que Lecornu va proposer en novembre. Il va y avoir des amendements qui vont être faits à droite, à gauche. Il va y avoir ce qu'on appelle le temps de l'Assemblée. Et puis ensuite, vous avez tout ce budget qui va au Sénat, qui est majoritairement à droite et qui pourra le détricoter comme il veut. Donc il y a des chances, en fait. Alors déjà, il faut qu'il tienne sa promesse, parce que c'est une promesse, en fait, de suspension, en proposant cet amendement. Et que ces députés suivent aussi. Et que ces députés suivent aussi. Et ensuite, il y a ce que fera le Sénat, qui est majoritairement à droite de ce texte-là. Et il est possible qu'à la fin, tout ça finisse par ordonnance et que M. Lecornu décide d'adopter le texte initial sans la suspension, celui qu'il a présenté en Conseil de ministres. Donc rien n'est absolument garanti. Et la suspension, n'est même pas sûr que ce soit une suspension, ça peut être juste un report. Donc vous voyez, on a joué avec les mots, on a joué avec plein de choses, mais pour le moment, là, à l'heure actuelle, à l'heure où l'on parle aujourd'hui, il n'y a pas de suspension dans aucun texte. Il n'y a rien pour le moment. On va un peu écouter les arguments des socialistes le jour de la non-censure. Regardez. Toutes celles et ceux qui vont voter la censure savent que si elle était votée, en réalité, le gouvernement procéderait par loi spéciale et tout ce qu'ils prétendent combattre serait en réalité imposé aux Françaises et aux Français. En acceptant d'entrer dans le débat, comme nous le faisons, nous allons au contraire permettre d'amender et de corriger très sensiblement une copie qui n'est évidemment pas la nôtre et qui n'aurait jamais été le projet de budget de financement à la fois de la Sécu et de l'État que nous aurions proposé si nous étions aujourd'hui au gouvernement. Non, Emmanuel Macron n'a jamais eu raison de ne pas entendre ce que lui disaient les Français. Mais ce que ce gouvernement a compris plus que les autres, c'est qu'il ne pourrait pas gouverner comme les autres l'ont fait précédemment. Ils ne pourront plus procéder avec le 49.3. Ils ne pourront plus avancer sous la contrainte du parlementarisme rationalisé. Et donc, chaque parlementaire sera désormais maître de ses votes. C'est un changement substantiel et c'est la raison pour laquelle nous acceptons de rentrer dans le débat. Ça ne veut pas dire que nous partageons le point de vue du gouvernement, ça veut dire que nous sommes simplement prêts à assumer un débat parce que nous sommes des parlementaires. Et un parlementaire, il représente, il a reçu un mandat de ses électeurs, nous allons défendre notre mandat
là, nous allons défendre les raisons pour lesquelles nous avons été choisis, mais nous n'accepterons pas évidemment la copie gouvernementale. Mais vous verrez bien... Non mais arrêtez avec l'histoire du NFP. Mais nous allons défendre dans l'hémicycle... Qu'est-ce que nous allons défendre dans l'hémicycle? Nous allons défendre ce que nous avons défendu devant nos électeurs. Quand nous suspendons la réforme des retraites, que faisons-nous sinon répondre d'abord à des gens qui ne voulaient plus de la réforme Borne? Et après, il y aura... puisque la suspension ne vaut que jusqu'en 2028, entre les deux, il y aura une élection présidentielle. Cette élection présidentielle remettra les horloges à l'heure, si j'ose dire. Si vous voulez que la réforme Borne se prolonge, votez pour les macronistes. Si vous voulez qu'elle s'interrompe, votez pour la gauche. Thomas, c'est quoi ton analyse de cet extrait là, de notre échange? Est-ce qu'on peut encore faire pencher le budget à gauche en l'état actuel des choses? Moi, je pense que les marges de manœuvre sont extrêmement faibles. Alors, je ne suis pas dans la tête des politiques. Je pense que dans la tête des politiques, il y a des opinions sur la société française, et puis il y a aussi des choses qui sont propres à chacun, qui sont le fait de se maintenir en poste, etc. Donc tout ça peut amener parfois à des positions qui peuvent être contradictoires pour des simples observateurs comme nous, parce que nous avons vu Olivier Faure s'associer au NFP, comme tu l'as dit dans l'interview, avec un programme. Nous avons vu un certain nombre de militants applaudir ça, et puis là nous voyons qu'en fait il ne faut plus parler du NFP. Moi je pense que ce qu'a fait le Parti socialiste, c'est le même pari avec Bayrou et le conclave des retraites. Et ils se sont fait avoir avec le conclave, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Bayrou a dit « Ok, on va discuter de la retraite pour s'assurer le vote du Parti socialiste ». En se moquant un peu d'eux, parce que dans son discours de politique générale, M. Bayrou avait tapé très fort sur les retraités. Le conclave, tout a été fait pour qu'il n'y ait pas une vraie discussion démocratique. Tout a été fait, on s'en souvient, il ne fallait pas toucher à l'âge, il y avait un cadrage budgétaire, etc. Mais là, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on fait une promesse de suspension qui n'est pas dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale ni dans le projet de loi de finances, qui est nulle part. C'est une promesse par amendement qui sera fait en novembre, donc il faut déjà que cette promesse soit tenue. Peut-être que le Cornu la tiendra. Mais ensuite, il y a ce budget qui passe par le Sénat et qui va être probablement détricoté. Donc les contraintes sont différentes, mais les contraintes sont là. Donc je ne vois pas comment il peut sortir quelque chose qui puisse aller dans le sens que veut Olivier Faure. Je vois pas comment. Alors, il y aura toujours, bien sûr, des choses pour dire on en discutera, on verra. Enfin, il y a toujours des choses qui seront non financées, des promesses pour dire on va regarder un petit peu ce qui se passe sur les holdings. Voilà, on va regarder ce qui se passe, on va essayer de mieux comprendre, on va regarder l'évasion fiscale. Il y aura toujours des choses comme ça où on va voir, on va faire. Mais sur la suspension des retraites, je pense qu'il y a de fortes chances qu'à la fin, il n'en reste pas grand-chose. Alors, peut-être qu'ils vont garder l'âge et supprimer la durée de cotisation, mais il n'en restera pas grand-chose. En fait, au final, moi, j'ai bien peur que le PS soit, en fait, une sorte de filiale du macronisme. C'est ce qui va se passer à la fin. Parce que, en gros, la vision du PS, c'est oui, mais vu qu'il n'y a pas de 49.3, on va pouvoir faire voter nos amendements, il va y avoir un travail de clarification. C'est vrai que sur la taxation des riches et des grandes entreprises, de voir le RN voter, ça va être très intéressant, même si on peut déjà spoiler qu'ils vont les protéger. Mais donc, c'est vrai qu'il peut y avoir une clarification là-dessus sur les votes. Mais dans le même temps, par exemple, il y a les écolos qui disent oui, mais en fait, déjà, il faut aller jusqu'au bout de la discussion, etc. Exactement. D'une part, et d'autre part, il faut un programme de rupture, il faut une vraie rupture économique, et on peut pas faire de compromis avec le libéralisme tant les programmes du NFP et des macronistes sont l'exact opposé. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense effectivement qu'il fallait une clarification au départ. Or, on a l'impression qu'il n'y a pas de clarification. Vraiment, on l'a vu à 2 reprises. C'est ça qui est très difficile, je pense, pour des observateurs comme nous qui suivons ça au jour le jour. Nous avons vu l'élection présidentielle où un candidat, Jean-Luc Mélenchon, est sorti à écraser le reste des autres candidats. Les chiffres ont parlé d'eux-mêmes. Hidalgo était à 1 et des poussières, Yannick Jadot était en dessous de 5%, le PC était en dessous de 2%, enfin, Jean-Luc Mélenchon est à 23%, il a écrasé le reste des partis de gauche. Et puis, il y a eu à ce moment-là, ce qu'on a dit sur ce plateau, des intérêts alignés. Jean-Luc Mélenchon qui voulait être Premier ministre, qui avait besoin des autres partis de gauche, et les autres partis de gauche qui avaient besoin de retrouver leur poste. Parce que s'il y avait eu juste des élections législatives comme ça, il n'y avait plus de PS, il n'y avait quasiment plus d'écolos, il n'y avait quasiment plus de communistes. Et donc, il y a eu cette alliance que tous les électeurs de gauche ont appelé de leur vœu. Le NFP la NUPES a fait un très bon score. Et puis après, il y a eu des histoires qui sont reparties. Ils ont été en ordre dispersé pour les européennes, avec le candidat du PS qui était un candidat qui voulait une rupture, Raphaël Glucksmann, avec la France insoumise. Et puis là,
dissolution, ils se réunissent sur un programme, encore une fois, de rupture, en disant que oui, c'est ça la gauche, etc. Et puis là, on voit que... C'était un programme socialiste, hein, c'était pas un programme... Non, c'était un programme. Et puis à un moment, je sais pas, moi, quand on signe un programme, on le signe quand même sur l'honneur. Ils disent qu'ils vont le défendre dans l'hémicycle, pour me faire l'avocat du diable. J'ai jamais vu, moi, qu'il y avait une suspension de quelques mois d'une réforme des retraites dans le programme du NFP. Je l'ai lu, il y avait de la relance, une retraite à 60 ans, abrogation de la réforme des retraites. Enfin, voilà, donc là, on peut toujours défendre une position en disant, mais non, c'est ce qu'on avait dit. Puis, de toute façon, ils ne veulent même plus en parler, puisque dans la vidéo que tu as montrée, il dit, ne me parlez pas du NFP. Mais c'est ça qui est triste, finalement, c'est qu'ils ont été élus, que des gens ont cru, que des gens ont voté, et qu'au final, bon, on te dit que le programme n'est pas si important, c'est ce qu'a dit un député, c'était pas si important, c'était un programme théorique. Et c'est des gens qui ont quand même soutenu ce programme-là, qui ont signé. C'est ça, moi, que j'arrive pas à comprendre dans la politique. C'est-à-dire qu'on puisse avoir des convictions qui sont complètement élastiques en fonction des situations. Mais je pense que les électeurs aussi ne comprennent pas ça et qu'ils seront à un moment punis par les urnes, comme ils l'ont été à l'ancienne présidentielle. Que reprochent les macronistes aux partisans du NFP, donc aujourd'hui LFI, les écolos et les communistes, qui restent... en tout cas, les écolos et les communistes sont vraiment pro-Union, pro-NFP. Ouais, mais ils n'ont pas voulu siéger sous la même bannière, oui. Malheureusement. Ce qui fait qu'en fait, la force politique première, ça reste le RN. Quoi. Oui, d'opposition. Ouais. Et les macronistes disent, oui, mais là, on est dans un fonctionnement un peu comme dans les autres pays européens, il y a un tripartisme, etc. Donc on ne peut pas dire tout mon programme, rien que mon programme, il faut trouver des compromis. Non, mais le problème, c'est ça. C'est que le Cornu, quand il a sorti son budget, c'est pas un budget en fait pour répondre à une volonté de politique économique. Normalement, c'est ça le but quand vous faites un budget, c'est-à-dire est-ce que vous faites primer le social, que vous jugez important, l'éducation, les services publics, que vous jugez important, et dans ce cas-là, vous cherchez des ressources pour favoriser ça. Ou est-ce que vous êtes plutôt macroniste et vous favorisez les entreprises, donc vous baissez des ressources, des recettes quelque part, et vous dites que vous allez compenser avec des baisses de la dépense publique, en pariant que ces baisses de recettes vont entraîner un accroissement de richesse, ou est-ce que vous êtes pro-innovation? Enfin voilà, un budget doit refléter une orientation de politique économique. Or là, comme le budget risque d'être censuré de toutes parts, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a fait un budget pour satisfaire et la droite, très clairement, hein, avec les baisses dans l'assurance maladie, les baisses dans les prestations sociales, on va en reparler. Et de l'autre côté, il a fait quelque chose pour aussi satisfaire le PS, avec cette promesse de suspension de la réforme des retraites. Donc c'est un budget qui est purement politique pour satisfaire d'un côté la droite, d'un côté le PS, parce que c'était la seule possibilité pour s'acheter du temps. Et là, il s'est acheté du temps, il s'est acheté 70 jours maximum. Ils vont faire genre, ils discutent, ils n'iront pas au bout, ça va passer au Sénat qui va détricoter, ça va revenir, on va dire, écoutez, il n'y a plus le temps, il n'y a pas de 49.3, mais on passe ça par ordonnance. Et voilà. Et on aura un espèce de budget de macroniste, libéral, qui est déjà libéral, parce qu'il y a 30 milliards d'économies. Oui, mais libéral avec, on va dire, les derniers gages qui étaient donnés à la gauche qui seront enlevés. Et le PS se sera fait avoir et avec Bayrou et avec le Cornu. Parlons de ce budget. Alors pour l'année prochaine, le gouvernement propose 30 milliards d'économies en prévoyant 14 milliards de nouveaux prélèvements et 17 milliards de réduction des dépenses, sauf pour la défense, pour amener le déficit public à 4,7% du PIB. Alors sur les recettes, un sujet qui nous intéresse pas mal ici, le gouvernement propose un maintien d'un impôt exceptionnel sur les hauts revenus et partiellement d'une surtaxe sur les bénéfices des plus grandes entreprises et une taxe sur les holdings patrimoniales vidées de sa substance, comme on l'avait dit. Ouais, les autres taxes, c'est moins qu'avant. Il y a encore la suppression de la CVAE. Enfin, voilà. Donc, est-ce que, du coup, ma question, c'est est-ce que ces avancées de recettes-là, c'est suffisant? C'est un pas vers la gauche ou est-ce que c'est encore un énorme écran de fumée parce qu'on rabote encore de l'autre côté? Alors, ça dépend. Il y a un petit pas, effectivement, vers, on va dire, la gauche centriste en disant, bon, mais la taxation, par exemple, sur les plus aisés, au-delà de 250 000 euros pour une personne, 500 000 pour un couple, elle devait durer 1 an, elle a été prolongée. Donc là, on peut dire un petit gain. Il y avait la taxe sur les 400 plus grosses entreprises. Elle a diminué de moitié, mais elle est prolongée. Elle devait être provisoire, mais elle a quand même été diminuée de moitié. C'est-à-dire que là, on revient à la normale, mais elle a été poursuivie. Et vous avez, comme cadeau aussi au patronat, la baisse des impôts de production, qui a été moins élevée que ce qui avait été promis, mais quand même, on la baisse en partie. Ce qui est une baisse d'impôts. On ne sait pas trop à quoi ça va servir, on n'a pas trop encore mesuré à quoi ça avait servi les anciennes baisses, mais là, il y a une baisse d'impôts très, très clairement. Donc voilà ce qu'il y a en termes de recettes, et après vous avez le gel de l'impôt sur le revenu qui va faire qu'un certain nombre de personnes, notamment les plus pauvres, vont payer un petit peu d'impôts parce qu'avec l'inflation, ils vont rentrer dans des tranches dans lesquelles ils n'étaient pas avant. Donc voilà, donc sur les recettes,
on est vraiment sur quelque chose, on va dire, de très centriste. Mais après, le problème, c'est que ces recettes-là sont compensées de l'autre côté avec des coupes très sévères sur l'assurance maladie. Alors déjà, sur les retraités, avec le gel des pensions de retraite. Et des prestations sociales. Voilà. Les recettes portent en fait sur un petit nombre de gens qui ont de l'argent, on va dire ces couples à 500 000 et ces 400 plus grandes entreprises. Par contre, les couples là, portent sur tout le monde. Les retraites, c'est 17 millions de personnes qui vont plus ou moins s'appauvrir. Les prestations sociales, c'est les gens les plus pauvres. Je rappelle que les 10% les plus pauvres, 70% de leurs revenus, ce sont des prestations sociales. Donc, c'est des gens qui sont à la limite de la pauvreté grâce aux prestations, qui ne sont pas riches, à la limite de la pauvreté, qui là peuvent basculer dans l'extrême pauvreté avec la baisse des prestations qui ne vont pas être indexées sur l'inflation. Il y a ça. Et ensuite, il y a toute la question des franchises de médicaments, le fait qu'on va faire payer plus les patients sur les médicaments et sur leurs actes médicaux, comme si on allait se faire, je sais pas moi, un scanner par plaisir, alors que, je veux dire, on est malade souvent personne ne va en sifflotant se faire un scanner ou un IRM. Ben là, la charge du patient va augmenter et on va aussi s'attaquer aux arrêts maladie. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, vous savez, la qualité du travail en France, c'est une des plus mauvaises d'Europe. Les accidents au travail sont parmi les plus élevés d'Europe. Donc, la maladie, c'est la qualité du travail. Et on ne s'intéresse pas à la maladie, on s'intéresse aux symptômes qui sont les gens qui demandent des arrêts maladie. Donc vous voyez, comme si les gens demandaient ça pour embêter tout le monde et qu'il y avait une volonté à rester chez soi. Donc on voit bien là comme la dimension, en fait, grosso modo, si on va, c'est les vieux, les pauvres et les malades. Ouais, donc rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sur le soleil. C'est pas une petite taxe sur les holdings vider sa substance qui va changer grand-chose au budget. Dont on ne sait même pas combien ça rapporte, on ne sait même pas quels sont les contours. Il fallait en parler parce que la taxe Zuckman est montée tellement haut qu'il fallait en parler. Mais d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que le PS s'est fait doublement avoir parce qu'il portait quand même très fortement la taxe Zuckman. Oui. Il l'a porté très fortement. Et comme Macron ne veut absolument pas toucher à la politique de l'offre, il aura offert une suspension de la réforme des retraites rapide pour oublier la taxe Zuckman. On le sait, la taxation des plus riches, c'est un vrai blocage chez les macronistes et c'est pour ça qu'ils ne laissent pas la gauche arriver au pouvoir ou qu'ils refusent le compromis sur ce sujet. Et on en a discuté avec Erwan Balanant, qui fait partie de la majorité présidentielle, qui est député Les Démocrates. Aujourd'hui, il faut apprendre, comme toutes les autres démocraties européennes, à faire du consensus, à faire du dialogue. Et pour faire du consensus, il faut d'abord faire du dialogue et il faut d'abord être en capacité de se parler. Et moi, je sens ce moment émerger et je m'en félicite parce que ça a toujours été ma conception de la vie politique. Ça veut dire quoi? Vous allez revenir sur la réforme des retraites? Vous allez revenir sur la taxation des hauts revenus ou des grandes entreprises? Alors, on ne va pas revenir sur la taxation des entreprises et des hauts revenus. Mettre en place? On va la mettre en place, effectivement, et je crois que c'est nécessaire. C'est une vraie demande des Français d'avoir quelque chose qui est de l'équité devant l'impôt et un sentiment fort d'équité devant l'impôt. Mais on est déjà dans un modèle extrêmement redistributif et il faut aussi l'expliquer aux Français. Et il faut aussi l'expliquer à ceux qui sont tentés par le Rassemblement national, de leur dire que notre modèle, qui est le modèle issu du Conseil national de la résistance, qui est un modèle historique depuis 1945, c'est le modèle qui a permis l'émergence de la richesse dans notre pays, l'émergence de la paix aussi, de la stabilité. Et c'est ça, on est les héritiers de ça et c'est ça qu'il faut continuer. Vous êtes favorable à la taxe Zuckman, par exemple? Alors, la taxe Zuckman, j'y suis pas favorable. J'y suis pas favorable pour plein de raisons, parce que je pense qu'elle a elle pose un certain nombre de sujets sur la capacité à innover, et puis elle fait une confusion entre des biens personnels que quelqu'un a pu acquérir par son travail et par son investissement, et les biens de l'entreprise. Par contre, moi, je suis extrêmement favorable à ce que on revienne sur la question des holdings, des sociétés mère-fille, et qu'on ait un vrai travail pour que personne ne puisse se soustraire à l'impôt. Je pense qu'il faut travailler aussi sur ce qu'on appelle les cum-cum, qui sont de l'optimisation fiscale. Et voilà, et tous ces sujets, on va les traiter. Thomas, qu'est-ce que tu penses de ces arguments? Parce qu'il paraît très ouvert à la taxation des plus riches. Là, on a vraiment du en même temps, quoi. C'est ce qui est la spécificité en fait du centre de Macron, c'est de dire oui, je respecte l'hôpital, mais je vais lui retirer tant. Oui, je respecte les fonctionnaires, mais on va en supprimer tant. Et là, c'est la même chose. Oui, il faut taxer les plus riches. Oui, il y a un problème d'équité fiscale dans notre pays. Mais je suis contre la taxe Zuckman. Je suis contre le fait qu'il faille taxer les biens professionnels. Enfin voilà, donc on est vraiment sur du en même temps. Ce qui a été important dans la taxe Zuckman, on l'a souvent dit ici, c'est qu'il a vraiment montré, suite à des années de recherche, que c'était de plus en plus flou la différence entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel. Ça, il a vraiment montré. Et d'ailleurs que les très riches arrivent
arrivait même à échapper à l'ISF, à l'impôt sur la fortune, grâce à ses holdings. Donc il a eu il a montré ça très clairement, et c'est pour ça qu'il a dit qu'il fallait taxer en partie les biens professionnels. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que ça a permis quand même d'aller voir ce qui se passe dans les holdings, mais grosso modo, Macron, il a fait la réforme de l'ISF, il a baissé la flat tax, des impôts sur les revenus financiers, je veux dire, qui touchent les 10% des Français les plus riches, et avec une très forte prépondérance des très très riches, parce que ce qui a des actions, c'est les très très riches. Il a baissé l'impôt sur les sociétés. C'est quand même quelqu'un qui a tout fait pour que les hautes fortunes s'enrichissent plus vite. D'ailleurs, elles se sont enrichies plus vite. Donc dire qu'aujourd'hui, oui, ça nous intéresse de voir ça, parce qu'il y a une pression très populaire très forte sur la taxe Zuckman, c'est un peu une hérésie, tout ça. Les biens professionnels qui sont exonérés de la taxe sur les holdings proposée par le gouvernement, on le rappelle quand même. Enfin, qui ne sont pas des investissements. Quand on voit des achats d'appartements, de maisons, de jets privés, etc., qui sont finalement achetés avec ces holdings-là pour servir à leurs propriétaires, on voit vraiment qu'il y a un détournement quelque part de ce qu'on appellerait le patrimoine personnel. Ce qui est intéressant aussi dans cette interview, c'est quand Erwan Balanant me répond qu'il faut quand même que les Français comprennent qu'on est déjà dans un modèle très redistributif. Moi, c'est quelque chose personnellement qui m'a choquée. Quand on travaille sur l'économie, on sait toute la concentration des richesses, que ce soit du patrimoine ou des revenus, etc., qui sont dans une petite main, et c'est quelque chose qui s'accélère extrêmement sous Emmanuel Macron. Comment on peut dire aujourd'hui que le modèle est extrêmement redistributif ? En toute honnêteté, nous sommes un des pays les plus redistributifs. Il faut vraiment le dire. Quand on dit que les 10% les plus pauvres ont 70% de leurs revenus qui viennent des prestations sociales, c'est de la redistribution. On l'a souvent dit ici, quand on dit en fait que l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres, ils font grâce à la redistribution, grâce aux services publics, c'est une réalité. Mais il ne faut pas oublier aussi que depuis les années 80, ce modèle de redistribution est attaché de toutes parts, avec les baisses des cotisations sociales qui ont été extrêmement fortes, les baisses des impôts qui ont été extrêmement fortes, les économies sur les services publics qui ont été fortes. Nous avons fait en sorte de tuer finalement cet ascenseur, cette redistribution et cet ascenseur social que faisaient les services publics. Mais maintenant, il y a effectivement en France une petite partie très fine, très très fine, mais très très riche, qui échappe à l'impôt. Et comme nous l'avons dit ici, les milliardaires ont une pression fiscale qui va être beaucoup plus faible que les super millionnaires. Et ça, c'est problématique. Mais dans l'ensemble de la société, nous avons quand même une société qui est très redistributive, et nous devons nous en féliciter, nous devons préserver ça. Moi, je disais que ça m'avait choqué parce que justement, la redistribution, c'est pour pallier des inégalités. Par exemple, on ne comprend pas pourquoi quelqu'un qui fait du marketing gagne 4 000 € par mois quand une infirmière en gagne 2 000. Oui. C'est plus ça. Politiquement, philosophiquement, ça me dérange de dire redistribution quand c'est juste essayer de pallier des inégalités. Effectivement, là, tu as entièrement raison. Il y a deux approches. La première approche, c'est est-ce qu'on laisse l'économie fonctionner comme elle est, c'est-à-dire des traders vont gagner des millions et quelqu'un qui va être une puéricultrice va gagner 1 500 € alors qu'elle s'occupe des enfants, ce qui est plus important en termes d'utilité sociale. Donc il y a ça, et certains disent on laisse faire, mais après, avec la taxe ou avec la socialisation des dépenses, on réduit les inégalités. Ou d'autres gens qui disent qu'en amont, il faut vraiment faut vraiment régler des questions sur les écarts de salaire, sur les salaires des travailleurs qui sont utiles pour notre société, etc. Ce qui éviterait justement d'avoir une redistribution plus forte en aval. Donc il y a deux approches. Moi, je pense qu'il faut combiner les deux. Il faut au début qu'il y ait des écarts qui soient beaucoup plus faibles, ne serait-ce que dans les grandes entreprises, entre un salarié de base et un grand patron, parce qu'elles ont explosé ces inégalités, et ce qui a entraîné la concentration des richesses. Et de l'autre côté, il faut une grosse partie de socialisation des dépenses pour qu'on ait des services publics gratuits, pour qu'on ait des bourses, pour qu'on ait des allocations familiales, etc. Donc il faut les deux. Or, le problème, là, c'est qu'il y a des écarts de richesse qui sont de plus en plus énormes en amont, et après, la fiscalité corrige de moins en moins aussi. Et certains demandent juste qu'elle corrige plus. Moi, je demande qu'on corrige plus, et comme toi, qu'on voit en amont ce qui se passe dans les inégalités. Et à rappeler deux choses dans cette approche un peu philosophique, là. La première chose, c'est qu'on est une société d'héritiers. C'est pour ça aussi qu'il y a la redistribution, parce que vraiment, la France est très marquée par le fait que l'héritage reproduit et que maintenant, on peut juste vivre de la rente et absolument pas travailler de sa vie. Et la deuxième chose, c'est qu'une entreprise, si elle crée de la richesse, c'est notamment grâce aux travailleurs, aux salariés, comme on dit, tout en bas, qui, eux, ne sont pas grands patrons. Tu as entièrement raison. Et d'ailleurs, il y a une vraie question sur l'héritage, de la taxation de l'héritage aujourd'hui. Une question difficile politiquement, parce que 80% ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a un paradoxe que j'appelle moi les 3-80%. C'est-à-dire 80% des Français à peu près sont contre la taxation de l'héritage. Et que 80% des Français ne sont absolument pas taxés.
Et 80% des économistes, là, et même parfois des libéraux, sont plutôt pour qu'on augmente la taxation de l'héritage. Parce qu'il y a une forte concentration, effectivement, de l'héritage. Et on vit dans une société où on peut hériter de fortunes énormes, ce qui ne donne aucune incitation pour aller travailler, puisque finalement, en plaçant cet argent, on devient plus riche qu'en travaillant. Et de l'autre côté, vous avez des gens qui vont travailler, qui n'auront même pas accès à la propriété privée, s'acheter un appartement, etc. Et ça, il y a une forme, effectivement, d'inégalité que n'arrive pas complètement, on va dire, à corriger la taxation et l'État social français, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui sont quand même corrigées. Pour revenir au budget et fermer cette petite aparté, il y a l'agence de notation S&P qui a abaissé vendredi 17 octobre la note de la France de A- à A+, donc c'est une baisse, en raison d'une incertitude élevée, je cite, sur les finances publiques. Thomas, ça va beaucoup servir, cette agence de notation qui abaisse la note de la France dans les arguments pour se dépêcher d'avoir un budget, pour se dépêcher de réduire les dépenses. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et est-ce qu'on doit s'inquiéter ? Les agences de notation, vraiment, il faut le rappeler, parce que c'est quand même des agences qui ont été vachement décrédibilisées pendant la crise 2008, parce qu'elles avaient mis des AAA à des subprimes, qui ont causé la crise, des AAA à des gens comme Madoff, qui faisaient de la pyramide de Ponzi, et nous le savons tous aujourd'hui. Donc, les agences de notation, elles remettent une copie, c'est très bien, mais ce n'est pas elles qui décident de quoi que ce soit. Les vraies questions, c'est quels sont nos taux d'intérêt ? Ils ont redescendu. Ils ne sont pas hyper élevés, enfin moins élevés que dans les années 90, nous l'avons dit à plusieurs reprises ici. Est-ce que les gens achètent encore nos titres de dette ? Oui. On arrive encore à les vendre très facilement, à les placer, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, il n'y a quasiment aucun souci. Et vous avez des pays qui ont des notes inférieures à nous, comme par exemple l'Italie, l'Espagne, parce qu'en ce moment, on aime bien se comparer à l'Italie. Depuis que surtout elle est passée sous pavillon Meloni, on se compare à l'Italie en disant que c'est génial, que tout va bien. Ils ont une moins bonne note que nous, l'Italie. L'Espagne aussi a une moins bonne note que nous. Donc, et ces pays-là arrivent aussi à s'endetter. Donc, non, il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Je pense que les notes risquent... On est passé de la mention très bien à la mention bien, pour dire simple, dû à l'instabilité politique. Mais après, on emprunte toujours, notre dette est parfaitement soutenable, et la France n'est pas un pays pauvre, comme les gens aiment le dire. C'est un pays avec beaucoup de riches, et c'est un pays même très riche quand on prend l'ensemble du patrimoine. Donc, il faut arrêter d'affoler les gens. Les agences de notation, elles mettent une note, elles ont été parfois crédibles, parfois pas crédibles. On regarde la note, on compare, mais ce qui est important, c'est... quel est le taux d'intérêt et comment on place nos titres de dette. Et pour l'instant, là-dessus, il n'y a pas de problème. Je voulais te parler d'un dernier sujet dont on parle très très peu, et c'est des gens du secteur qui m'ont d'ailleurs alerté. Il y a les associations et le monde de l'économie sociale et solidaire qui sont clairement en danger de mort, je m'explique. Il y a ESS France qui sonne l'alerte. Ils disent « Le gouvernement Lecornu fait bien pire que le gouvernement Barnier en amputant de 54% le budget que Bercy consacre à l'ESS. Le monde associatif français donc sonne l'alerte, alors que, on le sait, les associations pallient les manques de l'État, remplissent des missions de service public. Les amputer de leur budget, c'est clairement tuer leur mission. Et c'est aussi contre-productif, car au final, au-delà de toutes les répercussions sociales, les associations, c'est les Restos du Cœur, c'est le planning familial, c'est les associations d'aides-soignantes en ruralité, etc. Au final, ça peut nous coûter plus cher à la fin. Les coupes sur les services publics, on le sait, ça nous coûte plus cher à la fin. Est-ce que, Thomas, toi, tu peux nous donner un peu ton analyse, ton avis sur les conséquences que ça a de couper dans le budget associatif après avoir coupé dans les services publics? Ça a des conséquences énormes. Ça a des conséquences énormes. Après, ce gouvernement fait des économies en prenant des mesurettes à droite et à gauche. Mais ça a des conséquences énormes. Par exemple, comme tu l'as très bien dit, les Restos du Cœur, même les associations sportives dans les communes. Et donc, c'est tout le... Comment vous dire, ces associations-là, c'est tout ce qui pallie effectivement au manquement de l'État, et c'est aussi tout ce qui va créer en fait du collectif dans des communes qui vont parfois être très pauvres. Donc ça avait été déjà le cas avec la baisse de l'ISF qui avait impacté indirectement les associations, avec la baisse des emplois aidés, avec les baisses des dotations aux collectivités locales, et là ça se poursuit. Je pense que c'est des choses qui n'intéressent pas trop Macron, et également les associations, elles sont très utiles, mais elles n'arrivent pas à se faire entendre autant que les représentants du patronat. Et ça représente des dizaines de milliers d'emplois, donc c'est vraiment un sujet inquiétant. Et des emplois utiles. On va continuer à suivre le sujet, évidemment, mais je préférais en parler parce que c'est quelque chose dont on parle très peu, et je trouve que ça montre aussi un mépris pour le tissu associatif.
ça date pas d'hier. Ouais. Bon, merci Thomas. Merci Elisa. Et merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attire une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite et historique, et plus je dis cette phrase, plus il se passe des choses, va falloir que j'arrête. Face aux 105 millions d'euros du milliardaire ultra-conservateur Sterrin, qui veut installer l'extrême droite au pouvoir, le média est en pleine riposte. C'est une contre-offensive vitale et citoyenne, et nous avons besoin de vous pour ouvrir la TNT aux médias indépendants. Cette bataille pour la démocratie nous concerne toutes et tous. Signez et faites signer la pétition sur tntdesindés.fr. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.